Bien, il est 11 heures, presque 1 minute passée. Je pense que je vais pouvoir démarrer. Je suis très contente de vous accueillir, aujourd'hui pour ce webinar, qui est sur un sujet qu'on n'évoque pas suffisamment souvent, je pense, parce que c'est souvent considéré comme la partie la moins noble de vos projets numériques et pour autant, c'est une partie qui est clé et qui est clé en termes de performance. Performance pour vous, pour votre organisation, pour votre notoriété, pour votre visibilité, pour votre métier au quotidien, et c'est ça qui fait qu'un projet en tant que tel est réussi parce que c'est facile de lancer un projet, c'est facile, toute proportion gardée, mais l'enjeu numéro 1, c'est de garantir la performance dans la durée d'un projet et ça, c'est effectivement ce à quoi doit répondre la TMA, la tierce maintenance applicative. Donc un acronyme, un jargon un peu pesant, un peu lourd. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Sorocco, je suis présidente d'Adimeo. Et chez Adimeo, on accompagne nos clients à chaque étape de leur projet de transformation dans des nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouvelles techniques, de nouveaux dialogues avec les utilisateurs, vos consommateurs. Au quotidien, notre raison d'être, c'est d'innover, d'accompagner, de transformer pour ensemble bâtir un futur numérique durable, équitable et inclusif, avec l'humain au cœur de l'ensemble des projets. Sujet ô combien important quand on voit la déferlante d'informations sur les sujets évidemment d'intelligence artificielle. Au quotidien, on travaille sur 4 grands domaines d'expertise. Un domaine d'expertise sur le stratégie, où on va accompagner nos clients à définir leur roadmap, leurs objectifs, leurs enjeux, construire des plans stratégiques sur les sujets numériques. On va mettre en scène ces projets à travers des équipes dédiées sur les sujets de design, d'innovation, pour construire, créer les interfaces d'aujourd'hui et de demain. On va déployer ces outils avec des experts sur la production de projets numériques, de sites, d'applications métiers, d'outils, d'extranet, et évidemment sur des sujets aujourd'hui d'intelligence artificielle et d'automatisation. Et notre 4e métier, c'est le travail sur le sujet de marketing et de CRM. On va implémenter des outils CRM comme HubSpot et on va travailler votre notoriété et votre visibilité sur des sujets d'analytics, de SEO, de GEO aujourd'hui. Voilà. Quels sont nos objectifs aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que j'aimerais passer comme message, comme information, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour transformer la TMA d'un centre de coûts techniques qui pèse à tout le monde, en un investissement stratégique capable de garantir la pérennité, la sécurité et l'évolution permanente de vos actifs digitaux. Au programme, ce que je vous propose, c'est de faire une brève introduction sur quelques grands chiffres, quelques grandes pratiques et principes de l'industrie logicielle, de s'interroger de en quoi la TMA peut-elle créer la valeur. Et le cœur de ce webinaire sera dédié à la manière dont vous devez structurer la TMA autour d'une logique de contrat de performance. Et puis je finirai en vous listant un peu une litanie de toutes les erreurs les plus fréquentes, et donc de facto de tout ce que vous ne devez pas faire pour assurer que votre TMA soit un levier de performance. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi votre application date-t-elle? Parce que c'est là que ça sert un peu la TMA, c'est éviter l'obsolescence d'une application. Et en fait, je pense qu'il y a un mythe essentiel qu'il faut déconstruire, qui est que votre projet s'arrête quand vous le mettez en ligne. Et ça, c'est souvent un phénomène très classique, très humain, on est tendu jusqu'à l'objectif de la première mise en ligne, et puis après, on relâche et on se dit le plus gros est derrière nous. C'est faux. Une application, c'est un organisme vivant qui est soumis à des forces constantes, qui tendent vers sa dégradation. Et les logiques structurelles qui expliquent ce phénomène, elles sont au nombre de 4. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler l'entropie technologique. L'environnement dans lequel vit votre application, lui, n'est pas stable. Et on le voit notamment aujourd'hui dans l'accélération des cycles technologiques, avec une obsolescence qui devient de plus en plus rapide parce que si vos applications ne sont pas mises à jour, vous allez avoir des sérieux trains de retard et donc des dettes techniques. C'est par exemple le sujet d'une mise à jour d'une version de navigateur, d'une montée de version de PHP, etc. Et
La logique, c'est que si vous ne faites rien, tout autour, l'environnement avance sans vous. C'est une dette d'adaptation qui va créer des failles de sécurité, des incompatibilités. Et le sujet hyper important, c'est plus on tarde à prendre cette dette technologique en compte, plus la rattraper coûte cher. Ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance adaptative. On verra un peu plus tard comment elle se compose avec les autres typologies de projets. Mais ce qui est hyper important, c'est que sans cette maintenance adaptative, l'application devient vite inopérante ou insécurisée. Et j'ai en tête un contrat sur lequel on vient de rentrer en TMA. Ils n'ont pas fait de mise à jour depuis 5 ans sur Symfony. Je viens de rentrer, je pense que peut-être parce que le truc est ingérable. C'est la refonte devient nécessaire parce que rattraper 5 ans de retard dans les montées de version, c'est plus que compliqué. Avec toutes les dépendances technologiques qui sont associées, bien évidemment. Le deuxième point clé, c'est le sujet de l'érosion architecturale. En fait, au fur et à mesure qu'on fait évoluer un projet, que ce soit des correctifs, des évolutions, la cohérence initiale du projet, cohérence du code, vient un peu s'effriter si c'est pas documenté, si c'est pas structurellement réfléchi. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans un jargon, quand on récupère parfois des applications, c'est un peu le code spaghetti. C'est que je touche d'un côté, ça fait péter complètement de l'autre. Et c'est vrai que sans avoir des procédures claires de traçabilité entre les exigences fonctionnelles, le code, sans documentation, il devient extrêmement difficile d'analyser l'impact d'un changement. Donc en fait, c'est tout bête, hein, le cas classique, c'est « Ah tiens, je voudrais modifier ce bouton-là ». Ça semble hyper simple. En 20 minutes, théoriquement, on devrait pouvoir le faire. La chose, c'est que si aujourd'hui, on ne sait pas comment le code est architecturé, si on ne sait pas qu'en retirant tel morceau de code, ça vient impacter telle autre fonctionnalité, alors on a des risques d'erreurs, de régression qui sont énormes. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que parfois, quand on débarque sur certains dossiers, on prend énormément de temps parce qu'on passe plus de temps à comprendre le système qu'à le corriger. C'est ce qu'on dit souvent, en fait. Résoudre une anomalie, souvent, c'est 90% du temps, il faut qu'on comprenne le bug, et ça nous prend souvent très peu de temps de le corriger. Donc, cet enjeu de traduction, on le verra les clés. Le troisième sujet, c'est un peu le sujet anticipation-réaction. C'est en fait un peu le coût de l'inaction. Une application se dégrade parce que là maintenant c'est un peu géré au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'il y a des anomalies, et on entraîne des délais de résolution longs. Et ça, c'est par exemple le cas typique d'un bug récurrent pour lequel on ne vient pas identifier la cause racine. Je prends un exemple, j'ai un import qui est sur mon application et qui plante 1 fois sur 2. À chaque fois, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est en mode réaction, on vient bricoler un truc, on vient bricoler un patch, sans venir questionner la logique globale de la structure de l'import pour construire un système qui est plus résilient. Ça, c'est ce qu'on appelle le fait que parfois on est plus dans une gestion réactive, par manque de temps, par manque de moyens, par manque d'anticipation, que dans une gestion proactive, où on va résoudre le problème plutôt que résoudre l'incident. On le verra un peu plus tard, c'est le sujet notamment de l'ITIL, qui peut être un levier très intéressant. Et le dernier sujet, il est clé, c'est l'enjeu de la dette de sécurité. Toutes les applications sont constituées sur des socles technologiques, middleware, logiciels, etc. Et chaque socle technologique est susceptible d'avoir des failles de sécurité. Sur une application sur laquelle on n'applique pas des patchs de sécurité, ça veut dire que votre application devient vite un gruyère. Et ça rejoint un sujet qui est clé, qui est l'enjeu, c'est pas de savoir si on va être attaqué, l'enjeu, c'est de savoir quand est-ce qu'on va être attaqué. Et quand on sait que le coût moyen d'une violation de données, c'est 5 millions de dollars en 2024, alors c'est toute application confondue, etc., je vous le concède, mais il y a donc un enjeu majeur d'investissement dans la maintenance pour s'assurer contre ce risque financier, ce risque sécuritaire. L'autre sujet qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une stat qui est produite par un cabinet de conseil, Deloitte, qui dit que 80% du coût total d'une application est concentré après sa mise sur le marché. Ça, c'est hyper important à comprendre dans la manière dont vous faites vos budgets, dans la manière dont vous construisez vos TCO, le Total Cost of Ownership d'un projet. La phase de développement initial,
celle qui est généralement budgétée de manière la plus scrupuleuse, c'est-à-dire celle où on doit faire valider par le COMEX le coût de l'investissement, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on considère, c'est que dans la durée de vie totale d'une application, on va dépenser 4 fois plus pour la faire vivre plutôt que pour la faire créer. Et ça, ce qui est important à voir, c'est que c'est pas parce qu'une application a été mal conçue, mal codée, avec des bugs, que ça coûte aussi cher après la mise en ligne, mais parce que, je rejoins un peu ce que je disais avant, il faut pouvoir s'adapter à un environnement technique qui évolue, et évoluer avec le business pour conserver la valeur de l'outil. On verra un peu précisément, effectivement, comment ça se décompose. Et l'autre élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est que quand on fait de la maintenance, quand on externalise la maintenance, on fait souvent l'erreur classique de comparer le TJM, le coût journalier d'une prestation de TMA que vous achetez, à un salaire brut chargé d'un développeur en interne. Souvent, vous allez avoir un coût chargé d'un développeur en interne qui va peut-être être 300 € par jour, et vous allez payer un prestataire externalisé à 600, 700, 800, ça va dépendre des compétences, voire même plus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce coût est complètement faussé. Cette analyse de coût est complètement faussée. Il n'y a pas la prise en compte des coûts cachés. Toujours sur la même étude, les coûts cachés, c'est 40% du budget total de maintenance, quand on l'a en interne. C'est quoi les 40%? C'est le coût de la compétence, le coût de former, le coût de recruter, le coût de gérer le turnover, et le coût de gérer une équipe à jour sur les dernières technologies, ou même de remplacer un expert qui part. C'est un investissement constant. Le deuxième risque, c'est le risque du savoir un peu verrouillé. Parce que en interne, vous avez 10 applications à gérer et non pas 150, vous avez probablement 1 ou 2 personnes qui détiennent le savoir sur l'application, sur la techno. Là, vous avez un vrai risque de dépendance à cette personne, si elle part ou est-ce qu'elle quitte l'entreprise. Et puis, le dernier sujet qui est important aussi, c'est la rigidité financière, effectivement, où si vous payez pour des personnes chez vous, vous ne payez pas à la consommation de ces besoins de TMA. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est intéressant de mettre ça en perspective avec les statistiques globales de l'industrie, c'est que le coût de maintenance, c'est presque la moitié de vos coûts de budget informatique. Pour moitié, on gère de nouveaux projets, et pour moitié, on gère la maintenance des systèmes existants. Ça veut dire que quand on lance un projet, chaque euro investi, il faut prévoir et dépenser un montant quasi équivalent pour maintenir le patrimoine applicatif. La question qu'il faut se poser, parce qu'encore une fois, on voit souvent la TMA comme un centre de coût, c'est pourquoi la TMA crée de la valeur? Il y a 3 leviers majeurs de valeur. Sujet. Il est évident, mais il est évident à condition que ça soit correctement fait, c'est le sujet de la continuité de service. En gros, vous assurez que votre application est disponible, fonctionne correctement, n'a pas d'interruption. Plus vous avez une application qui est critique, plus l'indisponibilité va vous coûter cher. Une stat qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que chaque heure d'indisponibilité d'une application critique coûte en moyenne 100 000 €. Pourquoi? Parce que c'est interruption des process métiers, interruption de business, coût de résolution, etc., etc. Ça, être en capacité de mettre à disposition des applications stables, opérationnelles, qui répondent aux enjeux de performance, c'est un levier de fonctionnement et de performance. Le deuxième sujet, c'est que la TMA, potentiellement externalisée, est un levier d'accélération de votre innovation. C'est-à-dire qu'on dit très souvent, quand c'est pas votre cœur de business de faire de l'IT, il faut l'externaliser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vos équipes métiers, vos équipes internes se concentrent sur votre cœur de business, et vous avez en externe des équipes performantes, innovantes, formées, capables d'aller très vite sur des besoins métiers qui sont exprimés par vos équipes en interne. Donc ça, c'est un vrai gain de temps, ne serait-ce que parce que vous avez la capacité de mobiliser très vite des équipes importantes. Et le dernier sujet, je l'ai déjà évoqué, mais c'est important de le rappeler, c'est le sujet de la sécurité, notamment sécurité pas que informatique, mais sécurité sur les délais d'engagement de réactivité et de correction. C'est ce qu'on appelle les SLA, les Service Level Agreements. C'est en combien de temps une anomalie peut être traitée et corrigée, avec des engagements contractuels. Donc vous avez un vrai engagement de sécurité et de réactivité sur la gestion de votre projet informatique.
Je vais m'intéresser maintenant sur la manière dont vous devez structurer la TMA pour garantir que cette TMA est génératrice de valeur. L'enjeu pour vous, c'est de le structurer comme un contrat de performance. Quelques stats qui sont intéressantes pour vous, c'est comment doit se répartir la TMA en termes de proportion d'activité. 1, le sujet de la TMA corrective. C'est ce qui est le plus communément admis, c'est il y a un bug, je corrige. Ça doit concerner 20% des coûts, donc probablement des temps passés. Là où vous devez vous inquiéter, c'est si vous passez plus de 20% en correctif. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un signal d'alarme sur la qualité du code, la dette technique. Ce n'est finalement que le socle de la TMA. Le deuxième sujet, qui est majeur, qui est clé, c'est évidemment la maintenance évolutive. Et 60%, c'est l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour répondre à des besoins métiers, l'amélioration de processus, de fonctionnalités, du UX, etc. L'enjeu, c'est de vous adapter au marché et de rester en phase avec la vision stratégique de l'organisation. C'est là où votre application devient un véritable levier de croissance, de performance de l'entreprise. Et c'est grâce à ce budget-là que vous évitez la refonte totale tous les 3 ans. Il faut se dire que c'est beaucoup plus efficace de mener l'effort dans la durée plutôt que d'avoir des courts sprints de 6 mois tous les 3 ans où vous refondez tout, avec toute la perte de connaissances que ça peut associer. C'est un peu l'approche d'amélioration continue plutôt que de travailler sur des mises à jour massives. Et le dernier sujet est également un sujet souvent oublié, c'est le 20% de maintenance adaptative. C'est un peu ce qu'on va appeler l'investissement invisible. C'est comment je maintiens mon application compatible avec mon environnement technique. Des mises à jour de sécurité, des patchs des systèmes d'exploitation, des migrations d'hébergement, de la conformité réglementaire, de la mise à jour logicielle. Bref, ça garantit l'obsolescence technique, ça vous prévient de l'obsolescence technique, et ça vous garantit que votre application reste sécurisée, à date, et évite justement ce que j'évoquais, c'est-à-dire les gaps monstrueux de montée de version quand une application n'a pas été mise à jour pendant 2, 3, 4 ans. Ça devient beaucoup plus dur de le faire longtemps après plutôt que de le faire au fil de l'eau. Parce que ça, c'est tout simplement un mécanisme où on va venir accumuler de la dette technique. Et vous savez très bien, notamment dans ces discussions de gestion du budget de l'État aujourd'hui, plus la dette est importante, plus le coût de la dette vient gréver les opérations. Et c'est pour ça que quand je disais 20% de maintenance corrective, c'est si ce 20% devient plus important, c'est très probablement parce que la maintenance adaptative n'est pas suffisamment bien faite. Et donc vous en payez, j'allais dire, le coût de la dette comme un coût direct plutôt que d'avoir à investir progressivement sur la mise à jour. Le deuxième sujet qui est important, c'est définir correctement les SLA, donc les Service Level Agreements, c'est-à-dire les délais d'intervention, prioriser les incidents et définir ce qu'on appelle les GTI et GTR. Encore une fois, 2 jargons un peu particuliers. GTI, c'est la garantie de temps d'intervention et GTR, c'est la garantie de temps de rétablissement. Ça, c'est des sujets clairement à définir de manière contractuelle, où vous allez définir les délais de réactivité. GTI, c'est en gros quel est mon délai maximal d'intervention sur la plateforme, c'est-à-dire que je dépose une anomalie, un ticket, tel sujet, la plateforme est en rade, au bout de combien de temps maximum mon prestataire doit intervenir. Et le GTR, c'est au bout de combien de temps après son intervention, mon prestataire s'engage à résoudre l'incident ou trouver une solution de contournement. Ça, c'est hyper important parce que mécaniquement, vous allez définir des GTI et des GTR qui vont être variables selon le niveau de gravité de l'incident. Et ça aussi, c'est extrêmement important. On ne peut pas intervenir sur tous les incidents avec la même célérité. C'est pas possible et c'est surtout inutile. Vous avez une application qui n'est plus disponible, c'est un incident critique. Théoriquement, une GTI de 30 minutes et une GTR de 4 heures est intéressant. Ça peut même être encore plus court dans beaucoup de cas. Je fais un petit aparté, mais c'est important aussi à avoir en tête. Il y a une méthodologie qui est assez intéressante pour ces sujets-là, qui est assez verbeuse, complexe, etc., mais qui vient de donner un cadre, c'est la méthodologie ITIL. ITIL vous permet justement d'organiser le support en différents niveaux et venir orienter la demande vers la bonne expertise selon les délais.
ITIL notamment vient vous aider dans ces sujets-là pour distinguer ce qu'on appelle l'incident et le problème. Ça, c'est un des points clés. Et je reviens un peu sur le sujet de la dette technique, de la maintenance adaptative, etc. Il faut distinguer la gestion des incidents, remettre le service en route pour qu'il marche, de la gestion des problèmes. C'est-à-dire quand il y a un incident, il y a toujours un problème derrière. C'est quoi la cause racine pour que ça ne se reproduise plus? Je reprends l'exemple de l'import que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez un enjeu majeur à corriger l'import pour qu'il fonctionne. C'est un incident. Vous travaillez dans des GTI et GTR. En revanche, il faut que vous ayez compris la cause racine. Et est-ce que la cause racine nécessite de la maintenance adaptative et ou évolutive pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus? Et le deuxième sujet qui est important à conserver dans les sujets ITIL, c'est un focus, hein, il y a plein d'autres sujets à aborder, mais c'est le sujet que j'évoquais précédemment, l'enjeu de traçabilité et de patrimoine documentaire. Tracer les interventions, ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez des environnements d'hébergement qui permettent de tracer ces interventions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet clé quand même. Et la documentation systématique. On dit toujours, les développeurs n'aiment pas documenter, machin, blabla, etc. Oui, c'est possible. Sauf qu'en fait, un code qui n'est pas documenté, ça veut dire que c'est une personne qui connaît le fonctionnement du dispositif, et s'il part avec les infos. Donc, le sujet de la documentation est évidemment clé dans les exigences que vous pouvez avoir sur la maintenance corrective, adaptative, évolutive. Deuxième point important, c'est le cycle de vie de la TMA. Je vois trop souvent des projets sur lesquels « Ah, mon prestataire s'arrête le 30 novembre, votre contrat commence le 1er décembre. » C'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce qu'il y a plein de choses à faire et plein de passations à prévoir. Et ça, il faut le structurer, il faut le documenter, il faut prévoir du temps pour le faire. Et donc ça veut dire mécaniquement aussi que quand vous avez une passation entre deux prestataires ou entre deux équipes, vous allez avoir des zones de recouvrement qui, c'est vrai, vont coûter de l'argent. Première étape, évidemment, ça paraît clair, la contractualisation. Mais trop souvent, la contractualisation ne définit pas assez les règles du jeu. C'est quoi le périmètre? C'est quoi les SLA? C'est quoi les niveaux d'urgence? C'est quoi les modes d'escalade? C'est quoi la volumétrie? Si je débarque sur un projet sans savoir qu'il y a potentiellement 150 tickets par mois qui tombent, je ne vais pas staffer les équipes, donc clairement les SLA, je ne vais pas pouvoir les tenir. C'est quoi la gouvernance? Bref. Je vais ensuite travailler l'onboarding. Je récupère les sources, le patrimoine documentaire, les environnements, les accès, je fais une revue d'architecture, j'ai des ateliers fonctionnels, techniques, je prends en main le backlog. Bref, comment on onboard, moi, les équipes, sur le projet? Ça paraît assez évident. Après, il y a des sujets qui sont aussi souvent minorés. C'est le shadowing, reverse shadowing. En fait, le biseau. C'est extrêmement intéressant d'avoir une période où le nouveau prestataire vient observer le sortant gérer les incidents et mener les opérations. Comment il les traite, comment il répond aux tickets, comment il intervient, quelles investigations il fait. Et à l'inverse, d'avoir une période de reverse shadowing. Le nouveau prestataire vient traiter les tickets et le sortant vient faire du peer review, vient vérifier les commits, vient challenger, vient donner des indications. Ça encore, c'est vrai, ça coûte de l'argent. Et enfin, in fine, ce qui est intéressant également de prévoir, c'est ce qu'on appelle une période probatoire. C'est-à-dire que le prestataire est seul aux commandes, certes, mais vous avez une attention accrue sur les SLA, les types d'incidents, la qualité des correctifs, la capacité à absorber le backlog, et vous avez aussi une relative tolérance au non-respect des SLA pendant cette période probatoire, parce que vous savez encore que le prestataire est en montée en capacité. Et enfin, seulement, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler en régime nominal, pour ensuite, quelques années plus tard, potentiellement, faire une réversibilité sortante. L'autre sujet qui est important aussi, c'est de venir encadrer votre TMA avec des indicateurs de suivi de performance. Sans indicateur, vous n'allez avoir que votre propre ressenti. C'est un peu une autre phrase ou un peu un aphorisme que j'aime bien, qui est ce qui ne se mesure pas, ne se compte pas ou n'est pas visible. C'est un peu la même chose. C'est extrêmement important d'avoir des indicateurs pour venir objectiver l'amélioration de la performance. Premier sujet, vous allez avoir des indicateurs de performance opérationnelle, c'est classique. Le degré de réactivité de SLA. On vérifie que le service qui est rendu est conforme aux engagements. Premier indicateur, c'est le taux de dispo. Taux de dispo qui est valable
essentiellement pour de l'hébergement, mais qui peut être valable sur des sujets d'anomalies critiques majeures. Deuxième sujet, c'est le temps moyen de résolution, que vous pouvez quantifier par typologie d'anomalie. Ça, c'est un indicateur qui va mesurer la vitesse à laquelle le prestataire rétablit le service, corrige les incidents. C'est un indicateur clé de qualité. Et le dernier sujet, c'est effectivement des respects d'indicateurs de délai de prise en compte, de GTI, c'est-à-dire la réactivité à laquelle les équipes peuvent faire face à un incident. Ça, c'est la performance opérationnelle. On pourrait avoir plein d'autres déclinaisons, mais encore une fois, j'ai un adage aussi assez classique qui est trop d'indicateurs tue l'indicateur. Il faut vraiment se focaliser sur ce qui a de la valeur et ce qui a de l'importance. Le deuxième sujet, c'est travailler des indicateurs de qualité, de stabilité. Ça, c'est ce qui va mesurer la gestion correcte de la maintenance adaptative. Le temps moyen entre pannes, entre anomalies critiques. Typiquement, j'ai un client qui mesure le nombre d'incidents zéro, de codes zéro qui arrivent. Et il y en a un tous les 2 ans. Ça m'est arrivé d'en avoir 2 en 6 mois. Là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai questionnement, parce que c'est critique, parce que ça impacte le business. Ça mesure la fiabilité du système et sa capacité à répondre aux enjeux business. Deuxième indicateur intéressant, c'est la réduction du volume d'incidents. Ça, c'est intéressant parce que ça vient mesurer la gestion de la dette technique. Potentiellement, moins j'ai d'incidents, ça veut dire que j'ai moins de dette technique. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est quand on arrive sur un nouveau dossier de TMA, c'est de se dire que l'un des premiers objectifs sur la première année, c'est de travailler la dette technique et donc de réduire le nombre d'incidents récurrents. Un des indicateurs intéressants, c'est dans une prise en main d'une TMA, c'est peut-être réduire les incidents critiques de 25% après 12 mois de contrat. Ça veut dire que j'ai mis en place une maintenance adaptative qui permet d'y répondre. Et le dernier sujet, qui n'est pas simple à traiter, mais je trouve qu'il est sans doute le plus intéressant, c'est les indicateurs de valeur. D'une part, suivre la répartition de l'effort, effectivement, entre les 20% de maintenance corrective, les 60% de maintenance évolutive, les 20% de maintenance adaptative, etc. Mais c'est aussi suivre les indicateurs d'impact métier. Quelle est la contribution réelle du service à la performance de l'entreprise? Exemple, la capacité du système à tenir des taux de transformation. Je prends un exemple de site e-commerce. La capacité du site e-commerce à tenir des taux de transformation à 2% pendant les pics de charge, ou le temps de traitement d'une commande, ce genre de choses. Et puis il y a un dernier sujet qui est assez intéressant, c'est l'indicateur d'opportunité. Ça, c'est un indicateur qui est intéressant à mesurer, qui vient indiquer qu'il est plus facile et rentable d'améliorer tel sujet maintenant plutôt que de continuer de fonctionner comme on fait jusqu'à présent. C'est ce qui permet de révéler les opportunités cachées. L'exemple concret, c'est j'ai un module de gestion de stock sur un site e-commerce. Aujourd'hui, la manière dont ça se passe, j'ai une procédure de mise à jour des stocks qui est faite dans un fichier Excel et j'importe le fichier Excel. Une fois sur deux, c'est l'exemple, je file cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, mais la synchro plante et on doit redémarrer le serveur pour que ça passe. Ça veut dire qu'il faut se connecter manuellement, pousser du code, etc. Et ça coupe le site pendant 15 minutes. Là, en fonction de l'impact business, il y a potentiellement un boulevard pour améliorer ça. D'abord, je mets en place du monitoring pour savoir pourquoi ça plante. Je mets en place ce qu'on appelle une CI/CD pour automatiser le développement. Je viens documenter dans le wiki les conditions de plantage. Et puis, je viens me dire comment je refactore le code d'import pour que ça plante plus. Et ça me permet potentiellement d'économiser 3 jours hommes par mois si effectivement cet import, je le fais une fois par semaine. Le troisième sujet qui est important, c'est structurer la comitologie, le reporting. Il faut sortir dans la TMA d'une simple relation client-fournisseur. Et ça, c'est pour rentrer dans une logique de partenariat stratégique. Mettre en place une comitologie avec des coproches, des copiles, des costrats, ça permet de créer une relation et de savoir à quelle échelle on traite les sujets. Les coproches, c'est un peu comme les daily, c'est utile pour, si vous êtes dans une logique un peu qu'on appelle Kanban de gestion de cycle de vie, c'est ajuster les tickets de manière hebdomadaire, ajuster le backlog, c'est le faire en quelque sorte. Le copil, c'est mensuel, trimestriel, ça vient analyser la performance, les SLA, les incidents, et l'ajustement aux besoins évolutifs, petites évolutions. Et puis les costrats, c'est pas mal, c'est
un moment où on va prendre un peu de recul, donner un peu de prospective, aligner les initiatives techniques, faire la roadmap de l'année, anticiper l'obsolescence. Deuxième point, c'est travailler le reporting. Je vous le disais, sans indicateur, on ne peut pas travailler l'amélioration continue de la TMA. On n'est que sur « Ah, vous êtes trop lent » ou « Ah, il y a trop de bugs ». Ça, des tableaux de bord partagés avec des outils collaboratifs, c'est le minimum vital. Ça vient objectiver votre ressenti. Et dans ces tableaux de bord, ça serait hyper intéressant de mettre systématiquement, et c'est rarement le cas, des KPI orientés valeurs. En fait, une application, elle sert le business. Elle sert vos clients, elle sert des publics internes. En fait, mesurer l'impact sur le business de la maintenance, c'est clé. Est-ce que j'améliore la satisfaction au final? Est-ce que j'améliore la qualité de service? Est-ce que j'améliore les délais? Ça, c'est un enjeu qui est clé. Alors, au-delà de donner du sens pour les gens qui travaillent sur ces plateformes-là, ça permet de venir se dire ce sur quoi je travaille, quel est ce sur quoi je travaille qui a le plus d'impact? Et enfin, le dernier sujet, c'est le fameux RACI. Alors, RACI, c'est une matrice qui est assez classique dans nos métiers, qui permet de définir qui est responsable de quoi, qui valide, qui participe, etc. Ça, c'est assez intéressant. C'est un tableau avec différentes colonnes et différentes entrées. Ça permet de clarifier les responsabilités. Le seul petit bémol, c'est que ce RACI, aujourd'hui, moi, je le trouve de plus en plus insuffisant face à la complexité des environnements techniques. Parce que très souvent, il n'y a pas qu'un seul responsable, mais il y a quelqu'un qui fait, quelqu'un qui participe, quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui... etc. C'est pour ça qu'il y a un autre acronyme qui est sorti récemment, qui s'appelle le RAPFIC, qui est effectivement intéressant et qui permet dans des organisations multi-équipes, multi-prestataires, multi-enjeux, de plus simplement cocher des cases dans un RACI, mais responsabiliser les différents interlocuteurs. Donc voilà, ça en tout cas c'est une composante de matrice supplémentaire qui est intéressant à prendre en compte. Et le dernier sujet sur lequel je reviens encore une fois, c'est le sujet de la traçabilité et de la documentation. Je vous en ai déjà parlé, mais projet après projet, c'est quand même le sujet numéro 1 sur lequel on ne coche jamais toutes les cases. C'est un peu comme si vous imaginiez devoir réparer un moteur sans manuel technique, ou rénover une maison sans les plans des circuits électriques. On avance à l'aveugle. Ce qu'on a souvent quand on récupère des projets, c'est des specs, mais des specs qui datent du projet qui a été fait il y a 3 ans. Et depuis, il y a eu plein d'évolutions. Donc en fait, quand on touche à une ligne de code parfois, on ne sait pas quel est l'impact fonctionnel sur une autre fonctionnalité. L'enjeu de la traçabilité, c'est que quand j'ai une demande d'évolution qui arrive, je ne m'appuie pas seulement sur les sachants de l'équipe, pour me dire, attention, quand j'ai fait ça la fois dernière, ça a fait planter telle application, mais la traçabilité permet immédiatement d'identifier tous les composants qui peuvent être affectés. C'est un peu ce qu'on appelle l'analyse des effets de bord. Ça a plein de bénéfices. Des bénéfices de performance, parce qu'on vient sécuriser les changements, on sait exactement quoi tester. L'exemple typique, c'est je fais une refonte sur un site e-commerce d'une page produit, et cette refonte, elle vient impacter des petits encarts qui se trouvent sur d'autres pages qui n'ont rien à voir. Parce que je ne sais pas que j'ai le code de la page produit qui sert à générer ces encarts-là. Ça, si c'est pas documenté, c'est sûr que je vais avoir des régressions. Et pour un nouveau développeur qui arrive sur le projet, bah, il ne peut pas savoir, il ne peut pas deviner. En gros, la traçabilité, c'est vraiment le sujet numéro 1 pour éviter l'effet un peu boîte noire. Et pour conclure, je vous présente un peu une liste à la Prévert de toutes les erreurs typiques d'une TMA, mal gérée, mal outillée, mal pilotée. Alors, ne vous méprenez pas sur le sens de ce que je veux dire. Aucune TMA ne fait pas ces erreurs-là. Mais en ayant en tête ce canevas-là, ça vous permet d'identifier les sujets à optimiser chez vous. Les sujets de pilotage et de gouvernance. Si je n'ai pas de vision post-livraison que la TMA nécessite des budgets, de fait, je vais être dans une démarche uniquement réactive et je ne vais traiter que les anomalies. Donc là, c'est sûr que je vais droit dans le mur. Donc quand vous construisez un budget, il faut penser à l'après. De 2, si j'ai pas de comité de pilotage ou de comité stratégique, alors les comités stratégiques c'est parfois moins prégnant, mais ou de points d'interface réguliers et fréquents, ça veut dire que je vais être encore une fois en réaction et que je vais pas forcément bien traiter la priorisation.
et je vais juste être sur une interface de ticketing qui peut vite amener à de la crispation. Troisième sujet, je peux avoir des SLA qui sont mal cadrés, avec un périmètre qui est flou, ou des attentes irréalistes. Je veux que quand j'ai une anomalie mineure qui arrive, vous me répondiez dans la journée. Ouais, pour pouvoir avoir ce type de dispositif, ça coûte cher. Si vous payez 3 000 € à l'année votre TMA, clairement, on ne peut pas vous promettre ce type d'engagement. Si vous n'avez pas des KPI qui sont suffisamment fiables, on n'est que sur du ressenti. On a des comités de pilotage où on dit « Ah, vous ne traitez pas assez vite les bugs. » Ok. Quel bug? Comment? Quoi? À quel moment? Donc effectivement, c'est possible qu'on ait été en retard une fois, mais peut-être que globalement, les délais sont corrects. Le backlog, parfois, est parfois en jachère. À chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois que les métiers viennent nous voir, je rajoute une idée, je rajoute un ticket, etc. Mais j'ai pas de priorisation. C'est impossible à planifier. Et le dernier sujet, c'est effectivement la gestion du risque. Si j'ai pas de gestion du risque de qu'est-ce qui se passe quand j'ai quelqu'un qui part, qu'est-ce qui se passe quand j'ai quelqu'un qui est absent, qu'est-ce qui se passe quand j'ai le système qui plante, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un patch de sécurité, blablabla. Si j'ai pas de gestion du risque, et donc de contingence du risque, quand ils se produisent, je suis exposé à 100%. Le deuxième point d'une TMA compliquée, c'est le fait que j'ai des processus et une organisation dysfonctionnelle. Je mets tout dans le même taquet. J'ai pas de distinction entre le correctif, l'évolutif, l'adaptatif. Tout passe dans le même tuyau, avec la même priorité, et sans analyse de l'utilité métier. Si, au sein des équipes techniques et métiers, les processus ne sont pas standards, chaque personne fait comme elle peut. Elle fait les déploiements comme elle peut, elle code comme elle peut, elle utilise les standards si elle veut. En gros, on se retrouve effectivement avec un code spaghetti au bout de quelques années, et avec une reprise qui devient très compliquée. Lorsque, côté métier, je ne documente pas assez mes tickets, j'ai pas forcément de description, j'ai pas de copie d'écran, j'arrive pas à les reproduire, j'ai pas de log. Ça veut dire que, avant même de pouvoir commencer à intervenir, je vais d'abord commencer à poser des questions et préciser le besoin. Je vais pas revenir sur les sujets de documentation, d'aide technique, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas revenir non plus sur les sujets de réversibilité également. La réversibilité, c'est un levier indispensable de réussite de la TMA. Une réversibilité mal préparée et mal organisée, ça veut dire que vous perdez des connaissances et que le prestataire qui arrive part déjà sur un mauvais pied. Et puis le troisième grand périmètre de sujets d'erreurs, c'est sur des sujets de technique et d'outils. Donc, je vous l'ai dit, le fait d'avoir des tickets mal renseignés, de ne pas suivre les pièces, de ne pas avoir d'historique, de vous échanger par mail ou par Teams ou par Slack. En fait, quand il y a une anomalie, il faut la documenter. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui à l'arrivée des sujets d'intelligence artificielle, qui est que aujourd'hui, en implémentant des sujets d'IA sur les plateformes de support, on va pouvoir capitaliser beaucoup mieux sur l'historique documentaire et l'historique des tickets. Donc pour identifier des patterns. C'est si j'ai des outils qui sont sous-exploités, avec effectivement pas de log, pas de supervision, pas de monitoring, pas d'observabilité, etc. Si je n'automatise pas certains sujets, j'ai pas d'alerte lorsque le système plante, j'ai pas de supervision intelligente qui est capable de différencier une erreur 404 d'une indisponibilité d'une API. Le sujet clé, c'est aussi notamment en TMA le sujet de l'observabilité. Quand j'ai un système qui plante, si j'ai pas d'observabilité, je suis aveugle pour identifier la cause de l'anomalie. Je ne sais pas si ça vient d'une API, si ça vient du serveur, si ça vient d'une couche middleware, si ça vient du système logiciel, si ça vient d'une récente mise en production. Donc je ne peux pas comprendre un incident. S'équiper d'outils d'observabilité là-dessus, c'est essentiel. Bref, voilà un peu tous ces sujets-là qui sont clés. Je finirai par le dernier sujet d'erreur, c'est effectivement la relation contractuelle qui peut être mal goupillée. Et là, le risque majeur, c'est de rentrer dans une logique de relation purement transactionnelle, où le partenaire technique n'est là que dans une exécution qui finalement devient un centre de coût, effectivement, et non pas un levier de valeur. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour résumer, si je devais illustrer les 4 grands sujets qui font qu'une TMA est réussie, c'est
J'ai clairement défini le pilotage, la gouvernance avec de la vision, des KPI et des vraies prises de décision. J'ai des processus qui sont structurés dans les tickets, dans la gestion de la dette technique, dans la gestion du backlog. J'ai des bons outils, je monitore, j'ai des dashboards centralisés, j'ai de l'automatisation. Et avec mon partenaire, j'ai une relation efficace, constructive et riche en communication pour que le partenaire en question puisse réellement faire preuve de conseil. Je m'arrête sur ce sujet-là. Évidemment, on vous accompagne sur ces sujets de transformation avec des accompagnements en termes de conseils, de strates sur les phases amont. On va vous accompagner sur des phases d'évolution, de design, de nouveaux processus, de fonctionnalités. Et puis, on va vous accompagner pour déployer et évidemment maintenir des plateformes de type usine à site, digital factory, centre de services, etc. Un grand merci à vous. Le prochain webinar de cette année, sachant qu'il y en a d'autres qui sont déjà pas mal planifiés en janvier. C'est un webinar un peu technique sur DeFi et Drupal, qui est comment est-ce que vous pouvez valoriser vos contenus avec l'IA générative dans le cadre de projets de sites internet. On va vous montrer comment fonctionne l'outil DeFi, qui est un outil d'orchestration d'agents d'IA, comment est-ce qu'on l'intègre avec Drupal, puisqu'on est aujourd'hui le premier éditeur du plugin dans la communauté. Donc un webinar plutôt à vocation technique. Un grand merci à tous. N'hésitez pas à remplir le questionnaire que vous allez avoir sous peu pour noter ce webinar. C'est hyper instructif pour nous, pour savoir ce qui vous intéresse moins, ce qu'on doit changer, améliorer. Et puis on peut passer, je pense, aux questions. Je vous laisse me poser vos questions, s'il y en a. C'est le moment toujours un peu gênant où il n'y a pas de questions, où on attend les questions, et où sinon on se dit au revoir tout simplement. Parfait, je vais arrêter dans ce cas-là. Un grand merci à tous et j'espère un prochain webinar bientôt. Merci.